Donc, en plus, ici, ça ne nous permettrait pas de discriminer les deux autres espèces de fleurs. Donc, on est bien content de toutes ces observations-là. Donc, là, on commence à être de plus en plus convaincus que ce qu'on voudrait utiliser pour discriminer les fleurs, c'est la longueur et la largeur des pétales. Mais on voudrait quand même aller plus loin, puis on se dit, ouais, ben peut-être qu'il y a de l'information quand même dans les sépales, parce qu'ici, il y avait quand même un petit d'information, puis j'aimerais ça ne pas tout mettre de côté. Donc, je veux quand même analyser mes données en tenant compte de toute cette information. Donc, plusieurs d'entre vous sont sûrement familiers avec l'analyse en composantes principales, ou PCA en anglais. Donc, c'est une analyse qu'on voit souvent, mais on la voit surtout graphiquement. Et on en entend beaucoup parler aussi comme étape précédente dans les modèles de deep learning, parce que c'est une méthode de réduction de dimensionnalité. Donc, ce serait un peu l'équivalent de ce qui est fait dans quand on veut réduire la dimensionnalité des modèles, des données, avant de les passer à d'autres modèles. Évidemment, dans l'apprentissage profond, c'est pas une PCA qui utilise comme première étape. La PCA permet seulement de regarder ce qui est linéairement séparable et ne permet pas de regarder les relations non linéaires. Donc, c'est c'est ce qui est expliqué ici. Donc, comment ça fonctionne le PCA, c'est que ça essaie, ça va prendre les données, ça va prendre toutes les variables numériques des données et ça va essayer de maximiser la variance qui est observée entre les points, la dispersion des points en utilisant le moins de dimensions possibles. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement faire un graphique des deux premières composantes. Par définition, par construction de cette analyse, ce seraient les deux dimensions, les deux composantes qui vont présenter le plus de variance de toute façon. Donc, on est souvent intéressé seulement aux deux premières. Donc, on pourrait passer d'un dataset où on a 100 variables numériques et vraiment être capable de réduire le nombre de dimensions à 2 dimensions en conservant la plus grande variabilité possible qui était observée dans nos données. Donc, je vous rappelle de quoi avaient l'air nos données de départ. Donc, si on veut faire une PCA, on peut utiliser la fonction qui fait la PCA en R, qui s'appelle PRComp. Donc, trouver la bonne projection pour représenter nos données. On va pouvoir faire le graphique par la suite. Donc, si on regarde le résultat, on a nos composantes de PCA. On ne peut pas avoir plus de composantes avec cette implémentation-là qu'on a de variables dans notre jeu de données de départ, évidemment. Mais on sait par définition que les deux premières vont être les plus intéressantes à regarder. Donc, on peut avoir un summary, donc un résumé de nos résultats. Et donc, ça nous explique ici donc, que la première composante représente 72, presque 73% de la variance qui était vue dans les données. Et la deuxième, 22%. Puis là, après, à la troisième composante, elle explique seulement 3% de la variance. Donc, on peut la laisser de côté. On peut faire le graphique pour bien montrer tout ça. Donc, si on regarde ces composantes-là, on voit que on a ici les fleurs des deux espèces versicolore et virginica qui se chevauchent, mais ça nous permet vraiment bien de discriminer Setosa encore une fois. Évidemment, ici, c'est un petit peu moins impressionnant que si on avait beaucoup d'échantillons de beaucoup de classes différentes avec beaucoup de variables numériques, parce qu'au départ, on avait seulement quatre variables à regarder, puis qu'on avait identifié que les pétales, on avait identifié que les pétales allaient sûrement nous permettre de bien discriminer Setosa. Donc,
Mais on est quand même, il faut garder en tête qu'ici, on obtient cette représentation-là, puis on n'a pas choisi pétale. Donc, on a vraiment utilisé toute l'information qu'il y avait dans notre jeu de données, puis on a réussi à réduire ça à 2 dimensions, mais à garder quand même une bonne capacité de discriminer les cétosas des autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Puis ensuite, ben, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on prend les 2 composantes ou les X composantes qui nous intéressent, puis ça, on peut travailler avec par la suite pour faire autre chose. Donc, on peut passer d'un jeu de données de, je sais pas, 10 000 variables à 100 variables, mettons, ou 50 variables, puis c'est ceux-là qu'on utilise, puis on sait que ça va être représentatif de tout ce qu'il y avait au départ dans notre gros jeu de données. Donc, ici, on les a, là, fait qu'on a PC1 qui est ici, PC2 qui est là. Il y a aussi une autre représentation qui est disponible en R, qui serait un B-plot. Donc, on a un peu la même chose, mais ce que cette représentation-là nous permet, c'est qu'ils essaient de faire des groupes par-dessus nos données, puis de nous montrer à quel point ils sont bien séparés. Donc, on voit ici qu'on a quelques outliers, mais que ça, ce serait le gros des données de Cetosa. Puis ensuite, ben, on le savait déjà, mais il y a un petit overlap qu'on est peu capable de discriminer ici. Puis ça nous dit aussi un peu la direction de nos variables numériques. Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui était vraiment variable à ce niveau-là? Donc ici, on a les pétales. On voit que la séparation, elle est horizontale ici. Il y a une bonne séparation horizontale. Mais ça équivaudrait ça serait dû au pétale length puis au pétale width. Donc, c'est un peu la façon de regarder ce type de graphique-là. Normalement, une PCA, c'est pas informé du tout de la classe. Donc, c'est pas une méthode de classification. Ça serait plutôt une méthode de réduction de dimensionnalité ou une méthode d'apprentissage non supervisé. Donc, la couleur, comme ça, pour différencier les différentes classes, elle est mise par après. Donc, on inspecte par après nos données. Puis là, on pourrait prendre, ici, on voit qu'il y a une grande, si on ne le savait pas aussi, là, on pourrait prendre juste la PC1, mettons, puis essayer de deviner c'était laquelle de nos variables numériques qui explique la variabilité qu'on voit en PC1, ce qui est fait ici un petit peu automatiquement pour nous, mais on pourrait le faire nous-mêmes aussi. Donc, si j'ai des fleurs que je n'ai jamais vues, puis je veux regarder avec ma PCA où est-ce qu'elle se placerait sur mon graphique. Donc, je peux aussi prendre mes données de fleurs. Là. Ici, j'ai juste créé 2 nouvelles fleurs. Et je me fais une petite un data frame ici. Donc, on a des valeurs et j'utilise la fonction predict pour ces 2 nouvelles fleurs. Et donc là, ça va me donner des points à placer dans mon graphique. Et on voit que mes 2 nouvelles fleurs, ben, je serais plus ou moins capable de les identifier, en fait. Là. Mais celle-ci, sûrement que je pourrais à l'œil, seulement visuellement, dire que c'est une versicolore parce qu'elle est très proche, elle est comme dans le groupe des versicolores, la unknown 1. Mais la unknown 2, ben, ce serait très, très difficile de dire c'est quoi son espèce, en fait. Mais ça me renseigne quand même. J'ai une fleur qui ne peut pas être classifiée. Donc, voilà pour la PCA. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est très utile. Et puis, vous allez sûrement en voir souvent. Donc, ça vaut la peine d'apprendre à maîtriser ce genre d'analyse. On a bien observé, on sait maintenant qu'on peut discriminer nos fleurs. On est même allé sur le terrain, puis on a mesuré des fleurs. Et on a été capable d'en identifier une visuellement avec nos résultats de PCA. Puis là, ben, on est rendu à écrire notre rapport. Donc, on organise toutes nos observations.
On récupère nos graphiques qu'on a fait, on les met là, on fait un matériel et méthode hyper détaillé pour que quelqu'un puisse reproduire exactement ce qu'on a fait. On met même le code qu'on a écrit, qui a généré ces graphiques-là dans notre rapport, encore là par souci de transparence et pour la reproductibilité. Mais que là, on a fait notre projet, on est super fiers de nous, puis on est sûr que notre superviseur va être content, mais il y a un petit truc qui nous agace, c'est qu'on ne peut pas prédire super efficacement le type de fleurs qu'on a vu. Parce que, évidemment, sur le terrain, d'avoir quelque chose comme ça, c'est pas hyper pratique. Donc, je peux pas me promener, je pourrais me promener avec mon iPad et puis essayer de rentrer des chiffres puis regarder mon graphique de PCA, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Puis, on aimait bien les règles de départ, mais on se fait pas si confiance que ça parce qu'on a juste regardé un graphique puis on a sorti des chiffres. Fait qu'on aimerait avoir une méthode pour essayer de prédire, puis une méthode qui est peut-être un peu plus robuste, disons, pour s'aider lorsqu'on va aller sur le terrain à identifier les fleurs facilement. C'est là que les modèles prédictifs entrent en jeu. Donc, il y en a plusieurs. Vous avez souvent entendu parler de machine learning, d'apprentissage profond, il y a des réseaux de neurones, il y a des forêts d'arbres aléatoires. On a tous entendu parler des boîtes noires, des modèles qui sont difficiles à interpréter. Des fois, on veut des modèles, c'est parfait, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une bonne prédiction. D'autres fois, ce qu'on préfère, c'est avoir un modèle qui est interprétable. Donc, tous ces modèles-là de prédiction, il y en a pas. Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire, puis des questions qu'on se pose. Donc, dans ce cas-ci, comme ce qu'on veut, c'est aller sur le terrain puis avoir une règle simple pour pouvoir identifier les fleurs. On ne veut pas quelque chose de compliqué. Ben, on a décidé de poursuivre un peu le projet, mais en utilisant juste un arbre de décision. Donc, un arbre de décision, c'est simple, ça s'applique bien. C'est quand même un modèle qui est prédictif. Puis, on pense que ça peut nous aider, puis que là, ben, tout le labo pour lequel on travaille va être vraiment excité de pouvoir identifier les fleurs facilement. Donc, voici ce qu'on fait. Donc, pour l'instant, on va, en premier, lorsqu'on utilise des modèles prédictifs dans lesquels il y a des notions d'aléatoire, c'est bien de setter, ben là, je vais le dire en anglais, là, mais de setter un seed. C'est pas très français, mais on va dire je sais pas, setter un random seed. C'est donc de choisir une valeur pour le générateur de valeurs aléatoires pour que, en fait, la valeur puisse être réutilisée par quelqu'un d'autre pour qu'il puisse avoir les mêmes résultats que nous. Donc, si on fait une vraie analyse, qu'on construit des vrais modèles, on va vouloir changer ce seed-là à chaque fois qu'on va faire l'analyse pour pas tout le temps avoir le même modèle. Puis on veut utiliser cette notion de aléatoire, mais là, comme je vous partage un collab, un notebook, puis que je veux que vous puissiez reproduire, j'ai seté le seed pour que vous ayez exactement les mêmes résultats que moi. Donc, si dans le code, vous voyez souvent des random seeds qui sont choisis comme ça, ben c'est pour ça. Et s'ils sont changés, ben c'est pour s'assurer d'avoir des résultats différents aussi, là, parce que des fois, on va vouloir faire des écarts types, puis faire différentes itérations, puis récupérer différents résultats. Donc, on ne veut pas tout le temps des n égale à 1. Donc, si on ne change pas le seed, on va tout le temps analyser la même chose. Mais donc, lorsqu'on fait des modèles prédictifs, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est, vous avez peut-être, ceux qui connaissent ça, entendu parler de surapprentissage ou overfitting. Donc, on ne veut pas que notre modèle soit très, 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 très bon sur nos données à nous, mais qu'ensuite, il voit des données qu'on n'a jamais vues et qui voient des données qu'on n'a jamais vues et qui soient plutôt mauvais. OK. Désolée, je regarde, là, je me suis laissée distraire par le chat. Donc,
Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est éviter d'avoir de l'overfitting. Donc, on veut toujours diviser nos données dans un ensemble pour entraîner notre modèle, puis ensuite l'évaluer sur un ensemble pour dont les données n'auront pas été utilisées pour l'entraînement. Donc, on appelle ça le training test ou l'ensemble d'entraînement, puis le test set, le training set, puis le test set, désolé. Et donc, c'est sur le test set ou l'ensemble de tests que l'on va s'évaluer. Encore là, c'est dans le but d'évaluer une erreur de généralisation, donc à quel point un modèle qui a été entraîné et qui n'a jamais vu les données est bon à donner la bonne réponse, dans le fond, à faire une bonne prédiction. Donc, vous allez voir ça plus loin dans les ateliers de machine learning, mais c'est pour vous expliquer pourquoi ici j'ai divisé les données de départ avec un train set et un test set. Donc, le train set va être utilisé pour entraîner mon arbre de décision et le test set va être utilisé pour l'évaluer, pour voir s'il est bon sur des données qu'il n'a jamais vues, ce qui est en fait ce que je veux faire dans la vraie vie. Donc, dans mon test set, donc, j'ai mis 20% de données et j'ai gardé 80% de données dans le training set. Donc là, je fais juste vérifier que mon training set est bien balancé. Donc, j'aurais pas voulu qu'il y ait aucun exemple de Setosa, puis plein d'exemples des autres fleurs, parce que là, ce serait pas bien balancé, puis j'apprendrais pas comme il faut. Donc, une fois que je m'assure que mon train est bon, mon test est bon, j'ai pas de données qui sont les mêmes dans les deux ensembles. Je peux essayer de construire mon arbre. Pour construire un arbre de décision en R, ben, il y a des librairies pour nous aider. Il y a même des librairies pour nous aider à faire tout ce qui est splitting comme ça de datasets pour faire les évaluations. Ici, je ne l'ai pas utilisé, mais un package qui est utile, c'est le package Caret qui peut beaucoup nous aider à faire toutes ces étapes-là. Donc, ici, je construis mon arbre en lui disant que ce que je veux prédire, c'est l'espèce, et je lui donne mes données de training, et ensuite, je peux faire un graphique de mon arbre. Donc, on voit qu'il m'a fait des belles règles. Donc, dans ce cas-ci, c'est si la longueur des pétales est plus petite que 2,5, je vais tout de suite dire que c'est Setosa. Et ensuite, donc, yes, c'est ce que voici la condition, la réponse yes, no. Puis ensuite, je vérifie est-ce que la pétale width et la largeur de la pétale est plus petite que 1,8. Et là, lui, il va dire que c'est versicolore, sinon c'est virginica. C'est parfait. Je peux appliquer mes règles, mais là, il faut que je les évalue. Ça, c'est mes règles qui ont été faites sur le 80% de données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Maintenant, j'ai 20% qui n'ont jamais été vus. Est-ce que l'arbre est bon dans ce cas-ci? Est-ce qu'il est capable? Est-ce que c'est des bonnes règles aussi? Donc, c'est pour ça qu'ici, je fais une prédiction. Donc, j'utilise les données de mon test set et ensuite, je compare les vraies données de mon test set parce que je savais c'était quoi la classe à ce qui a été prédit. Fait que je peux voir que Setosa, c'est super facile à prédire. Donc, on le savait déjà. Donc, la règle est bonne. Il a quand même été capable de bien prédire les versicolores puis les virginica. Mais il s'est trompé 2 fois. Donc, je peux calculer la précision, donc l'accuracy de mon arbre de décision. Puis, donc, ce serait 93%. Donc, je peux m'attendre à ce qu'il n'est pas à 100%, là, il fait des erreurs des fois, mais 93%, moi, je trouve que c'est quand même acceptable. Peut-être que je vais me tromper un certain pourcentage de fois, mais je vais être capable, de façon générale, d'identifier ma fleur correctement 93% des fois. Moi, je suis satisfaite avec ça. Donc, ça serait le genre de modèle qu'on ferait. Ici, évidemment, il est hyper simple. On n'a pas parlé des autres types de données pour corriger, comme la validation croisée et tout. Ça, j'imagine aussi que vous allez voir ça plus loin.
Bon, donc là, on a des règles, on peut aller dans la nature, mesurer des fleurs, et ça vous montre un peu ce qu'on fait lorsqu'on construit un projet. Donc ici, si j'avais mis ça ici dans un rapport ou que j'avais voulu utiliser ce modèle dans la vraie vie, évidemment, je l'aurais sûrement roulé plus qu'une fois avec un différencier pour m'assurer que les règles, c'est pas juste l'histoire de j'ai été chanceuse une fois, ça a donné ça. Donc, on veut quand même tester plusieurs fois, comme dans n'importe quelle expérience, mais ça vous donne un bon aperçu de ce qui est possible de faire. Alors, avec ça, vous êtes capable de continuer, conclure sur ce dataset. Et je vous ai mis, parce que là, j'ai terminé, je vous ai mis 3 autres notebooks que j'ai trouvés sur l'Internet qui sont des notebooks en R sur le même dataset parce que, comme je vous ai dit, c'est un dataset qui est très utilisé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui les analysent. Puis, c'est des gens comme vous, puis comme moi, qui décident qu'ils vont apprendre, soit qu'ils vont apprendre R ou qui ont envie de partager juste l'analyse qu'ils ont fait sur le jeu de données. Donc, de votre côté aussi, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de partager vos analyses comme ça sur l'Internet. Il y a un truc qui s'appelle AirPubs aussi, où les gens publient leurs notebooks. Il y a dans Kaggle, on peut publier des notebooks. Donc ça vaut la peine des fois de partager. Puis c'est super instructif de lire le code des autres aussi pour apprendre, puis se développer, puis se donner des idées.